Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virines Carmelitis esto propitia. Bien, bonsoir à tous. Excusez-moi pour ce petit retard. Je vous avais laissé la dernière fois sur la mise en place de la règle de vie et les conditions, si vous voulez, un petit peu dans le détail du quotidien de la maman. Je voulais achever cette partie-là en envisageant les 4 obstacles à la mise en place de la règle de vie qui peuvent poser problème un petit peu au quotidien selon les tempéraments des mamans. Voilà, nous conclurons assez rapidement et puis j'aborderai un chapitre complètement différent. Voilà. Alors, les 4 obstacles que je vois à la mise en place de la règle de vie, c'est bien sûr la fatigue, la maladie, la peine. Ce peut être un des obstacles, voilà, les premiers obstacles. Bon, là, ce sont des traitements un petit peu particuliers, voilà, qu'il faut traiter selon cette catégorie. Le deuxième obstacle, c'est la faiblesse et le découragement. Alors, lorsqu'on est dans un moment de faiblesse, dans un moment de découragement, il y a des solutions pour essayer de maintenir ses résolutions. Voilà, il faut d'abord le confier à son ange gardien, toujours la même chose, hein, quand c'est difficile. Et c'est pas sur le moment qu'on y arrive. Donc c'est le matin. Vous dites à votre ange gardien, vous dites à la Sainte Vierge, écoutez, moi j'y arrive très mal, j'y arrive pas à certains moments. Prenez en main les choses, s'il vous plaît, voilà, pour m'aider. Et puis ne prendre que des petites résolutions. Ne pas chercher à se dépasser dans ces moments-là. Il faut se recentrer sur l'essentiel. Ça peut être par exemple, les conduites d'école, les repas, vous voyez? Et une consigne que vous donne votre mari, dans lequel il voit une priorité du type, le ménage, l'ordre, le repassage, les horaires. Voilà, une petite consigne, vous voyez? Revenir à l'essentiel. En même temps, quand on est dans des moments de faiblesse, il faut activer sa volonté. Alors quelquefois, il faut relancer un petit peu la machine. Il faut se dire que rien ne changera si vous ne changez pas. Et qu'il faut, dans votre esprit, valoriser chaque chose que vous faites. C'est-à-dire chaque petite chose compte à chaque instant. Et Dieu nous payant au centuple, chaque tout petit effort d'une seconde, eh bien, le bon Dieu vous le rendra, mais d'une manière extraordinaire. Voilà. Et vous savez que si le serviteur est fidèle dans les petites choses, notre Seigneur lui confie les grandes choses. Il y a le problème, le troisième problème, c'est le problème de la paresse. Il y a 2 sortes de paresseuses. Il y a les paresseuses qui décrochent, qui voilà, pour qui l'effort est important, etc. C'est de maintenir cette constance dans la générosité quotidienne. Voilà. Et puis, il y a des paresseuses actives, vous savez. Elles font beaucoup de choses, mais pas vraiment ce qu'elles doivent faire, pas au moment où elles doivent le faire et pas avec qui elles doivent le faire. Donc, en fait, elles font beaucoup de choses, mais elles ne se soumettent pas à la règle. Et globalement, elles perdent en rentabilité, en quelque sorte. Voilà, voilà, quand c'est comme ça, je pense qu'en se levant, il faut pas hésiter, ou au moment des repas de midi, au moment où on est un tout petit peu calme, de faire des oraisons jaculatoires. Au moment où c'est dur, une petite oraison jaculatoire. Jésus, Marie, Joseph, doux cœur de Jésus, enfin vous en connaissez certainement plein, ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite, mais voilà, Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Voilà. Et puis, quelque chose qui peut vous aider aussi,
c'est une sorte de une mini pénitence que vous vous imposez. Par exemple, une toute petite privation ou bien à la quête, donner un petit peu plus. Voilà, des toutes petites choses. Sainte Thérèse de l'Enfant d'Avila, pardon, disait: «Ce que Dieu veut de nous, ce sont des volontés bien trempées». Voilà, et c'est accessible à tout le monde. Chacune fera des choses différentes, mais c'est accessible à tout le monde, et je voulais vous donner un exemple qui peut peut-être vous soutenir, parce qu'il montre, la difficulté et en même temps la récompense que donne le bon Dieu. Jésus dit à Saint Pierre, qui a pêché toute la nuit sans pouvoir récupérer aucun poisson. C'est en vain, toute la nuit. Vous imaginez, une nuit, c'est au minimum 6 heures, 7 heures. Jeter les filets, les récupérer pour rien, se déplacer, recommencer, etc. Donc il était épuisé au petit matin. Que dit Jésus à Saint Pierre? Recommence encore une fois. Et comment le lui dit-il? Il lui dit: avance en eau profonde et jette tes filets. Voilà. Là, Saint Pierre n'en peut plus. Il n'y croit plus. Vous voyez? La volonté n'y est plus, la foi n'y est plus en quelque sorte. Voilà. Comment agit-il? Il le fait simplement par obéissance, mais par obéissance d'amour. Eh bien, cette obéissance d'amour, la récolte est magnifique. Voilà. Et c'est la récolte de vos enfants plus tard. Voilà. C'est ce petit effort supplémentaire, là, au moment où vous vouliez arrêter, eh bien, au moment où vous voulez arrêter, vous faites la toute petite chose en plus. Cette petite chose-là, elle a un prix infini et, et elle est payée. Vous êtes certaine qu'elle n'est pas sans fruit. Voilà, ce petit effort supplémentaire, il faut le faire sur, quand vous le sentez possible, tout de même. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais aller tout de même au-delà de ses forces physiques, ni au-delà de ses forces nerveuses. Voilà. Voilà les petites choses, ah oui, pardon, excusez-moi. Quatrièmement, il y a le dégoût. Donc vous aviez en premier la fatigue, la maladie, la peine. Ensuite, vous aviez la faiblesse et le découragement. Troisièmement, vous avez la paresse, les tempéraments, voilà. Et quatrièmement, le dégoût. C'est-à-dire que vous faites plein de choses, vous priez, vous êtes généreuse, vous exercez votre patience, vous avez envie de vous énerver et puis voilà, vous ne le faites pas, vous prenez sur vous, voilà, une maman parfaite, etc. Mais il y a une tristesse qui s'installe en vous. Il y a une pesanteur de la vie. Et ça, vous allez le connaître. Forcément, toute maman le connaît à un, voire très souvent, plusieurs moments. Ce dégoût, il est très souvent lié au fait que vous avez appliqué votre règle par votre propre volonté. C'est-à-dire que même si vous ne l'êtes pas, vous avez agi par volontarisme. Vous avez pris sur vos épaules tout ça. En fait, ce n'est pas sur vos épaules qu'il faut le prendre, c'est dans votre cœur. Tout ce que vous le faites par amour de Dieu. Et ça, je vous ai dit que je jalonnerais mes petits topos de certains secrets. C'est un immense secret. Tout ce que vous faites, faites-le non pas par devoir, mais par amour de Dieu. Et il faut y rajouter un petit détail que je vais vous expliquer par un exemple. Imaginez, imaginez-vous, vous devez faire un cadeau à quelqu'un qui vous a beaucoup aidé. Et voilà. Alors vous faites le cadeau, et puis en râlant, bien sûr, et ça vous pèse, vous n'avez pas envie de faire ce cadeau, ça tombe mal, c'est le mauvais moment, vous êtes fatigué, etc. Voilà. Et puis vous l'empaquetez, et puis quand la personne arrive, eh bien, en râlant, vous dites bah, voilà ton cadeau, et puis vous le lui jetez, littéralement. Voilà ton cadeau. Bah, je ne sais pas si la personne qui la reçoit est vraiment heureuse de la recevoir. Eh bien, quand on fait des sacrifices en râlant, c'est comme ça qu'on offre nos sacrifices à notre Seigneur. Bah, il ne les reçoit pas tout à fait de la même manière, vous voyez. Donc il vaut mieux faire un tout petit peu moins de sacrifices, mais les faire avec son cœur. Et cela développe énormément la pureté de cœur, ce genre de disposition d'âme que seul Dieu peut connaître, hein, que seul il peut sonder par les cœurs et les reins,
Voilà, cette droiture d'intention, c'est celle qui perfectionne, tout dans notre âme et qui va, comment dire? Fructifier sur nos enfants. Vous voyez? Et ce qui fait que le peu que vous ferez aura beaucoup plus de fruits et en plus, vous y apporterez le sourire et le sourire, bien écoutez, le bon Dieu n'y résiste pas, vos enfants non plus et votre mari non plus. Personne n'y résiste. La femme est une conquérante, hein, tout de même, hein. Et je vous dis ça parce que, nous sommes très marqués actuellement par, en tout cas dans les critères, j'ai envie de dire, dans les références, de bonne éducation, de bien faire les choses et cetera. Nous sommes très marqués par le 19e siècle et le début du 20e siècle. Or, pour avoir lu un petit peu dans l'histoire, des thèses sur la femme, sur et cetera, je me suis aperçue que le 19e siècle avait fait des femmes de devoir. Si on avait des hommes qui étaient plutôt, débridés, disons, un petit peu libres, très, tournés vers les affaires et nous avions des femmes qui faisaient encore leurs devoirs justement, qui elles se sont sanctifiées très certainement, mais petit à petit, si vous voulez, comme elles faisaient ce qu'elles devaient faire, sans joie, et bien leurs enfants, les 2 générations après ou 3 générations après, les enfants ont tout envoyé balader. Parce qu'on peut pas ça fait des femmes dépressives, des femmes qui ne sont jamais heureuses, et donc qui ne rendent pas heureuse leur entourage et donc, si vous voulez, si le sacrifice n'est pas vécu avec joie, ben, on l'envoie au-dessus de l'épaule, au bout d'un moment et c'est pourquoi et quand on étudie la femme au Moyen Âge, eh bien, on s'aperçoit que les femmes agissaient beaucoup avec leur cœur, beaucoup avec l'amour de Dieu et elles faisaient de plus grandes choses, hein. Quand on lit Régine Pernoud, voilà, c'est des femmes extraordinaires, voilà, qui avaient, énormément de carrure, beaucoup de volonté, mais en même temps, hem, elles mouvaient autour d'elles, énormément de gens. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, sur, pour clore, si vous voulez, la règle de vie. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Heu, J'avoue que je regrette un petit peu que ces topos prennent la forme de conférences très unipolaires, on pourrait dire maintenant, c'est le mot à la mode. J'aimerais bien qu'il y ait des retours, ne serait-ce que peut-être écrits pendant même la conférence, si j'arrive à les lire, ou bien des interventions, voilà, ça me permettrait de réorienter, de pouvoir être au plus près de vos attentes. Voilà, alors le sujet suivant que je voulais évoquer, il est un petit peu à part peut-être, mmh, mais voilà, c'est une sorte de grande parenthèse que je voulais développer. C'est qu'il faut bien considérer que l'éducation des enfants, se confond très souvent avec l'instruction et avec les bonnes manières. Or, ce sont 3 choses différentes et voilà ce que je voulais, vous montrer pour, vous comprendre comment ça s'interpénétrait et en même temps, comment c'était différent et comment il fallait les considérer les unes par rapport aux autres. Je vais d'abord voir avec vous, si vous voulez bien, parce que c'est le plus rapide, le plus facile, c'est l'éducation et les bonnes manières. Donc certains pensent que l'éducation se limite à l'apprentissage des bonnes manières. On dit, «Vos enfants sont bien élevés». Alors ça flatte les parents, bien sûr, ça flatte les enfants qui l'entendent aussi, évidemment. Heu, mais en réalité, si la tête et le cœur ne sont pas éduqués, ces bonnes manières, c'est un rideau de belle apparence qui drape la duperie, l'orgueil, la veulerie, la manipulation par l'apparence, bref, le mensonge. Vous voyez? Et donc, j'ai envie de dire, c'est pire que tout. Parce que c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler le sépulcre blanchi, hein. De l'apparence a l'air très belle, vertueuse, bien mise, enfin correcte et cetera, mais le cœur n'y est pas. Alors les bonnes manières, en réalité, c'est un vernis, c'est ce qui vient par-dessus le reste.
C'est un vernis appréciable parce qu'il rend la vie en société plus agréable. Mais normalement, les bonnes manières ne sont que le pâle reflet de l'âme. C'est-à-dire que votre jardin secret, le jardin secret de vos enfants, est beaucoup plus beau que l'apparence qui en est donnée. Et hélas, dans le monde justement, c'est particulièrement mondain, on rencontre très souvent le contraire. On fait en sorte de paraître très bien et cetera, de n'avoir aucun défaut, d'avoir des enfants parfaits et cetera et en réalité derrière, chez soi, bah, c'est pas du tout comme ça paraît et je vous mets en garde parce que plus on travaille l'apparence, plus on délaisse l'être. Il vaut mieux que l'apparence soit un petit peu moins soignée, un tout petit peu moins bien sous certains aspects, mais que vous ayez travaillé l'être et l'apparence, petit à petit, reviendra avec le temps. C'est-à-dire, les bons gestes, les bons mots, voilà, les choses prennent du temps et il faut accepter qu'elles prennent du temps. Heu, vous voyez, ça peut se voir sur certaines choses, c'est-à-dire qu'on voit très peu d'adolescents ou de jeunes filles qui sont délicates. On en voit qui sont polies, qui sont polies. Mais parce qu'elles sont policées en plus qu'elles aient de la politesse. Mais la délicatesse, ce qu'on appelle la fine fleur de l'âme, c'est quelque chose qu'on ne développe pas dans l'apparence. On la développe dans l'être, par, par des tout petits détails, par des phrases qu'on n'a pas dites ou qu'on a dites, et beaucoup de retenue. Voilà, on voit très peu d'adolescents ou de jeunes gens qui sont attentionnés aussi. Parce que le fait d'être attentionné suppose une intelligence de la générosité. Ça veut dire que non seulement la générosité est pratiquée, elle est admise, mais elle est voulue et elle est même dans l'imagination de la façon dont elle peut se réaliser. Et pour ça, je voulais vous dire 2 choses. D'abord, qu'il faut que les parents acceptent d'être humiliés en public par leurs enfants. Vos enfants vont mal se tenir à certains moments. Ben oui. Vous allez être obligé de sortir, par exemple de la chapelle. Ne jouez pas le jeu, mes enfants sont parfaits, je ne me fais pas de soucis pour mes enfants, ils se tiennent bien même si je regarde pas avec qui ils jouent et cetera. Aucun enfant n'est parfait, c'est comme ça, voilà. Tous les enfants, à un moment, se tiennent mal, parfois certains sont plus dissipés. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais adultes. Il faut accepter que, voilà, que ce soit qu'on voit que l'enfant n'est pas forcément un petit saint dès le début. Vous voyez? Plutôt que de couvrir discrètement la mauvaise tenue de l'enfant, dans un banc, à la chapelle et cetera, vous sortez. Si vous avez besoin de sortir 3-4 fois, vous vous mettez près de la sortie, vous sortez. Vous sortez, il faut le faire, vous allez sanctionner l'enfant, vous allez le réprimander, à l'extérieur et vous revenez. Vous sortez discrètement, vous sortez sans bruit et vous sortez avec beaucoup de sang-froid. Voilà et à chaque fois que vous sortez, par exemple parce que l'enfant est dissipé, il n'arrive pas à se calmer, eh bien vous lui donnez une petite tape sur le derrière. Alors la petite tape sur le derrière, j'en viendrai à le côté cette expression un petit peu coercitive de la punition, enfin de la réprimande. Ça vous On est très marqué, je dirais, par les neurosciences maintenant, même dans nos milieux catholiques traditionnels et cetera. On est marqué par des explications qui sont données, par des pressions, sociales, étatiques, de mentalité moderne, de gens qui ont échoué totalement dans l'éducation de leurs enfants, qui ont fait des monstres ou des libertaires. Voilà. Donc, vous, ça vous traumatise de taper un peu votre enfant? Lui, ça le traumatise pas du tout. Il comprend à un moment qu'il faut s'arrêter. Voilà. Ça décongestionne l'énervement. Ça fait pas mal. Ça lui donne juste le petit choc électrique en quelque sorte qui fait que, voilà, il va s'arrêter et après, quand il est dans le banc et qu'il s'énerve et cetera, vous n'avez plus qu'à lui dire doucement: «Nous allons sortir». Vous voyez? Vous n'avez même plus besoin de dire: «Tu vas avoir une petite fessée».
nous allons sortir. Et l'enfant comprend très bien que quand on sort, ça se passe pas bien. Voilà, et qu'on ne doit pas sortir. Pourquoi? Parce que les premières marques de respect qu'on doit exiger, d'un enfant et même d'un adulte vis-à-vis d'un supérieur, Dieu est le supérieur des supérieurs, c'est le silence et le maintien. Ce sont les 2 choses qui constituent la base du respect. Le silence parce qu'on écoute, on est receveur, voilà, et le maintien parce que notre tenue, la réserve dans notre tenue prouve notre attention à la personne qui vient vers nous, qui nous parle. Voilà, donc ce sont les 2 choses qu'il faut exiger en public quoi, en fait, ou à la chapelle, ou voilà, ou à l'école, voilà. Hem, voilà ce que je voulais vous dire pour les bonnes manières. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire, heu, mais mais voilà, je m'en tiendrai à ça parce que je pense qu'il y a des choses qui sont encore plus importantes. Heu, faire la différence entre l'éducation et l'instruction. Alors, je vais vous citer quelqu'un d'un peu étrange, c'est Guizot, hein, qui est vraiment pas dans nos idées, qui est un républicain laïcard, de la Troisième République. Le développement intellectuel tout seul, séparé du développement moral et religieux, devient un principe d'orgueil, d'insubordination, d'égoïsme et par conséquent de danger pour la société. Heu, voilà, c'est-à-dire que l'instruction scolaire qui est faite sans morale, on dit aussi: «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme». L'instruction secondaire scolaire qui est faite ou en tout cas intellectuelle qui est faite sans morale, n'est qu'une facilité à faire mieux et plus le mal et elle fait les monstres. Je vous donne un exemple, des personnes qui sont, très haut placées, à la tête de l'État français. Ce sont des gens qui ont une culture, qui ont un savoir-faire, dans différents domaines, des domaines de communication, des domaines, financiers, des domaines administratifs, juridiques. Eh bien, ça leur permet de manipuler davantage de monde, vous voyez? D'où l'importance, alors bien sûr, on dira entre guillemets «tout de suite», mais tout le monde dans ce groupe en a certainement conscience, d'une école catholique. Heu et d'où l'importance de réaliser que votre éducation, elle n'a pas pour, point d'ancrage principal l'instruction. Vous avez beaucoup de parents qui pensent ou qui scolarisent à la maison, qui pensent que l'essentiel de leur travail est fait quand ils ont bien fait travailler leur enfant et cetera. Eh bien, vous prenez Saint Jean Bosco, il organisait le travail et cetera. Il y avait une scolarisation, je ne parle pas simplement des compagnonnages, hein, qu'il avait organisés. Il organisait le travail et ensuite il était lui-même, il n'était pas à tous les cours, mais lui, il était dans la cour de récréation. Parce que dans la cour de récréation, je suis en train de lire pour vous certains de ses ouvrages, hem, en réalité, c'est le moment où l'enfant se détend et c'est le moment où on va vers l'enfant. Dans l'enseignement, c'est l'enfant qui vient vers vous. Dans la récréation, c'est vous qui allez vers l'enfant et ça crée une complicité, une compréhension, une sorte l'enfant se détend et il va dire des choses et dans le jeu, vous pouvez lui dire des choses. Vous pouvez et c'est ce que faisait Saint Jean Bosco. Il glissait des petits conseils ou des petites remarques au moment du jeu et pas du tout au moment où justement on est en train d'exiger autre chose et cetera, vous voyez? Il le glissait au moment du jeu, voilà et d'ailleurs entre parenthèses, je vous dis les jeux de société sont très, très, très formateurs. On pourrait faire tout un développement là-dessus. Sont très formateurs. Alors, j'en viens à cette partie un petit peu un petit peu particulière de l'instruction de l'école et les parents. Je le dis
non pas parce qu'il y a une école récente qui vient de s'installer, mais parce que j'ai vu beaucoup de situations particulières, si vous voulez, en traversant toutes les classes et cetera, à travers nos enfants et et je vois que, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre, qu'on a tendance à commettre, mais voilà. Heu, Quand, à l'école, vous n'êtes pas d'accord avec un prêtre, avec un enseignant, quand l'enfant, revient et puis il vous dit, «Oh, il a dit ça, il m'a fait ça» et cetera. Voilà. Première chose, il faut écouter son enfant. Vous le faites parler, vous le questionnez, et ensuite vous le raisonnez. C'est-à-dire que vous commencez par donner raison à l'enseignant. Pas de manière trop globale, mais vous commencez à lui rappeler ce qu'est l'autorité et que parfois les grandes personnes prennent des décisions que les enfants ne comprennent pas, mais que, voilà, vous n'êtes même pas obligé de dire ce que vous allez faire. Et vous prenez rendez-vous de visio par téléphone et vous faites le point avec la personne, ouais. Vous rencontrez l'encadrant pour vous faire une idée. Il peut y avoir des erreurs, hein, des 2 côtés. Voilà, il peut y avoir des incompréhensions. L'enfant a tel tempérament, on a cru qu'il faisait telle chose avec telle intention, or il fonctionne pas comme ça. Tout peut arriver, hein, voilà. Mais ce que j'ai vu le plus souvent, ce sont des parents qui écoutent trop leur enfant. C'est l'écueil principal. Il y a l'écueil aussi des parents qui n'écoutent pas assez leurs enfants, hein. Ça arrive et qui réalisent 1 ou 2 ans après qu'en réalité, la sanction avait été dure par rapport à ce que vraiment l'enfant revient vers vous, il vous dit, «En fait, il y a 3 ans là, madame machin ou bien monsieur l'abbé quelque chose, il avait fait ça. Moi c'était pas du tout, c'était pas comme ça que j'ai pas fait ça, on a cru que c'était moi». Bon, là, vous pouvez vraiment penser qu'il y a il y a une erreur, comme vous commettez des erreurs, hein, dans l'éducation, voilà. Mais la plupart du temps, ce sont les parents qui écoutent trop leurs enfants et donc attention, attention à l'indulgence, pour l'enfant parce que, ça porte très facilement au mauvais esprit. C'est-à-dire que vous allez laisser l'enfant critiquer l'encadrant et vous-même, vous allez vous associer à ça. Et ça fait un effet boule de neige parce que l'enfant va aller plus loin que vous encore après. Pas tout de suite, mais sur une autre petite friction, une autre situation, il ira encore plus loin. Attention à la complaisance aussi pour les espiègleries des enfants. C'est une forme de faiblesse de la part des parents. Il y a des choses qui sont enfantines que vous pouvez accepter, mais il y a des choses qui frisent, l'incorrection, l'insolence. Il ne faut pas les laisser passer, il faut reprendre. En fonction de l'âge de l'enfant ou pas, je vous l'avais dit, vous expliquez. S'ils sont trop petits, vous lui dites: «Bon, on ne fait pas ça, c'est comme ça. On ne fait pas ça, on ne dit pas ça». Voilà et attention aussi à la lâcheté des parents qui prennent parti systématiquement pour l'enfant et devant l'enfant et qui, devant le maître, prennent le parti du maître. Parce que ça, je l'ai vu aussi. Voilà et 2, 3 ans après, l'enfant le réalise, s'en aperçoit et vous perdez beaucoup de votre crédit. Voilà, c'est des choses qu'il faut pas faire. De même que les maîtres ne doivent pas critiquer les parents. Les parents ne doivent pas critiquer les maîtres. Voilà. Il y a vraiment ce respect à avoir, en tout cas, pas devant l'enfant. Voilà. Hem, le plus souvent, je vais vous paraître très dur, hein, mais le plus souvent, le désaccord avec le maître vient de la suffisance, déjà de l'enfant, mais surtout des parents. C'est-à-dire que ce sont les parents qui n'acceptent pas que l'enfant soit indiscipliné. Bah, écoutez, tous les enfants, à un moment dans leur vie, sont indisciplinés, ils ont besoin d'une remise, voilà, on les remet sur les rails, on serre les vis et puis ça repart, hein. Même si, il arrive qu'éventuellement on soit, comment dire? Mis à pied pendant 1, 2, 3 jours, bah, il faut l'accepter, voilà, voilà. On y gagne énormément, énormément. Je peux vous le dire par expérience, j'ai un enfant qui a été mis à pied pendant, je me rappelle plus, 3 ou 2 jours dans son école et en fait, cet enfant n'était pas responsable, elle avait juste fait passer
un papier sur lequel il y avait quelque chose de très moche. Seulement, elle avait été prise et on a pensé que voilà, ça venait d'elle. J'ai accepté la punition. J'ai entendu l'enfant, mais j'ai accepté la punition. Eh bien, je peux vous dire que l'enfant a été parce que petit à petit, forcément, les choses, à un moment, ça se sait. Il y a un témoin, il y a un autre enfant qui est témoin ou je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis aperçue que ça vous fait grandir dans l'estime. On vous estime davantage parce que vous n'avez pas rué dans les brancards. Bah, l'enfant, il a fait plein d'autres bêtises, donc il est puni pour les autres bêtises qu'il a faites et que personne n'avait vues et puis celle-là, bah, voilà, voilà et et bien, ça remet complète si vous voulez, forcément on s'en aperçoit et la relation du coup en devient, en grandit, vous voyez? Voilà. Hem, voilà et donc il faut accepter que l'enfant soit indiscipliné. Il faut accepter aussi qu'il ait des difficultés de mémoire ou de raisonnement. Heu et ça, on va y revenir on va y revenir un petit peu après. Mais tous les enfants ne sont pas dotés de la même, du même potentiel et ça n'a aucune importance parce que le bon Dieu les a voulus comme ça. Et au ciel, quand on arrive au ciel, le bon Dieu vous demande pas, «Ça a marché Anne dans Malsup? Léna, tu étais 1er ou 2e?» Le bon Dieu, ça lui est totalement égal. Alors c'est sûr que dans le monde, ça compte énormément. Mais ceux qui réussissent de la manière la plus brillante sont le moins souvent, je dirais pas rarement, je n'oserais pas, mais le moins souvent, ceux qui réussissent leur vie personnelle. Alors je vous laisse faire le choix. Quand il y a une indiscipline, voilà ce que je peux vous proposer en solution, puisque vous allez être confrontés à ces 2 problèmes-là, l'indiscipline des enfants et les difficultés dans le travail. Toutes sortes de difficultés, hein, voilà. L'indiscipline, heu, ce que je vous propose, vous allez trouver ça dur, mais vous sanctionnez. Alors, c'est-à-dire, vous dites d'abord à l'enfant, il faut prévenir la situation. Vous lui dites, «Je ne veux pas apprendre de ton maître, de ta maîtresse, quelque chose que tu ne m'aies pas déjà dit». Voilà, il faut susciter la franchise. Il faut forcer la franchise là, parce que l'enfant naturellement, il va pas aller dire, «J'ai fait une belle bourde, j'ai fait une grosse bêtise», voilà. Plus la faute est, comment vous dire? Vilaine, hein, si vous voulez, hein, moins il va vous le dire forcément, hein. Il a déjà été sanctionné publiquement certainement devant ses camarades. Il faut recommencer à la maison, c'est voilà et pourtant je vais dire, on peut pas laisser l'enfant dans ce mensonge par omission. Donc il faut qu'il vous le dise. Donc il faut forcer le fait qu'ils vous le disent, et ne croyez pas que ça va comment dire? Ça va l'écraser, ça va le libérer. Parce que s'il ne vous le dit pas, il sait qu'il vous ment. Il le porte, il le porte, il va peut-être le confesser, mais si vous voulez la relation parent-enfant, elle est tellement il y a tellement de proximité, l'enfant il va le porter, ça va le rendre malheureux et puis il crée un précédent, vous voyez? Donc cette porte-là, il faut essayer de la fermer tout de suite et à la maison, alors c'est vous qui pondérez les choses. Soit vous apercevez que le maître a suffisamment sanctionné et vous lui dites: «Bon écoute, voilà, si tu es sanctionné, c'est juste, il faut que tu répares». Voilà et vous lui faites faire le soir une prière pour son maître ou sa maîtresse, pour qu'il accepte en même temps sa sanction. Vous voyez? C'est quelque chose après qui passe beaucoup plus facilement. Il a été sanctionné, voilà, merci mon Dieu, j'ai ma sanction, j'ai pu payer, je ne le paierai pas là-haut. Je le paie sur terre, merci mon Dieu et la porte est tournée, vous voyez? Ou bien, vous vous apercevez qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et vous sanctionnez une deuxième fois. Ça, c'est dans les cas alors vous allez me trouver dur, hein, c'est dans les cas où, par exemple, l'enfant récidive dans, des devoirs qu'il n'a pas rendus, des choses qui vous voyez, où vous voulez essayer de couper court, eh bien, vous sanctionnez une deuxième fois. Alors, peut-être que vous allez me trouver difficile, mais vous savez, si on éduque ses enfants dans du coton, on a des lavettes, on a des adultes lavettes. Or, l'époque est aux héros. On ne peut plus avoir de comment dire? De mollassons, quoi, vous voyez? Il faut vraiment des adultes qui aient de la volonté parce qu'ils
ils seront seuls contre le monde, hein, dans la génération à venir. Donc il faut les former pour qu'ils aient une ossature, vous voyez? Et cette ossature, c'est vous qui allez la faire, vous voyez? Et donc vous pouvez, et il y a des solutions, hein, vous privez de dessert et puis vous privez de repas. Le soir, vous savez, un enfant, il mange bien, il a ses petites cuisses potelées, tout ça, il peut sauter un repas, hein, ça pose pas problème. Ou bien, si c'est un sanguin qui aime bien la convivialité, il est avec son repas sur plateau dans sa chambre tout seul. Ça peut être une grosse punition pour un enfant, ou bien au pain sacré à l'eau. Vous savez, voilà, il y a des choses, ou bien une petite, mais je crois qu'il faut pas trop il vaut mieux retirer plutôt que de quand l'enfant est fatigué par le travail, la journée, et cetera, il faut éviter de lui demander encore autre chose, voilà. Ça, si vous vous apercevez que, voilà, la sanction du maître ne va pas porter. Il faut que l'enfant sente, qu'il est pris en étau. Si vous voulez, que l'autorité, l'enfant, regardez les enfants de divorcés, ils jouent énormément, sur la balance des 2 plateaux, hein, ce qu'on n'obtient pas de l'un, on obtient de l'autre, on se plaint à l'un de l'autre, et cetera, voilà. Il faut que l'enfant, il sente que l'autorité est cohérente et qu'il n'y a qu'une vérité, qu'un bien. Il n'y a pas un demi-bien dans une famille et un bien à temps plein, à 100 dans l'école. Voilà. Alors ça, c'est pour la discipline. Il y a sûrement beaucoup d'autres situations que je n'envisage pas, mais voilà, voilà. Alors, autre point auquel vous risquez d'être confrontés, ce sont les difficultés dans le travail. Tous les enfants ont des difficultés dans le travail. Certains ont, comment dire? Des facilités à travailler, mais à l'âge de l'adolescence, pendant 2 ans, ce seront 2 années, qui sont très médiocres, voire mauvaises, vous voyez? Certains ont de très bonnes notes sur, 60 des matières et 40 ça marche pas bien. Certains marchent très, 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 très bien pendant toute la scolarité jusqu'à la fin du collège et puis au lycée, plouf, ça s'effondre. Donc les difficultés dans le travail, il faut pas les nier. Vous allez les rencontrer avec tous les enfants, de manière différente. Et le danger, c'est de nier cette difficulté. C'est de dire, c'est la faute du professeur ou c'est, l'emploi du temps est mal organisé ou je ne sais quoi, voilà. Il faut aller voir le professeur, demander comment aider l'enfant. J'ai déjà vu plusieurs fois dans cette démarche de très bons conseils parce qu'en fait, vous voyez l'enfant, vous, d'une certaine manière. Le professeur, l'enseignant, le prêtre, il le voit toute la journée et il le voit avec un œil complètement nouveau. Et quelquefois, les enseignants vous donnent des petits trucs, une petite façon de faire, une petite chose qui vous paraît négligeable et qui va vraiment aider l'enfant. Franchement, je dois vous dire, les maîtres sont surprenants. Moi, j'ai trouvé des ressources incroyables chez les enseignants. Voilà, des choses de bon sens, voilà. Quelquefois, n'hésitez pas à lui donner un goûter le matin, vous voyez? Ou bien, attention au sommeil, ou bien est-ce que vous pourriez, l'encourager davantage? Ou bien est-ce qu'il pourrait y avoir plus de reconnaissance? Voilà, ou bien quelquefois, j'ai entendu aussi un enseignant dire, que les parents étaient trop impatients, trop exigeants avec leur enfant, qu'ils dénigraient leurs enfants s'ils avaient des mauvaises notes et tout ça et que ça le décourageait. Vous voyez? Voilà, il y a des ressources dans les enseignants et on a tout intérêt au contraire à être proche d'eux. Voilà. Quand l'enfant il y a plusieurs types de difficultés dans le travail. Il y a l'enfant qui est lent. L'enfant qui est lent, il faut lui donner des objectifs à très court terme. C'est la technique, c'est lui dire, voilà, tu vas faire telle ligne, en 2 minutes, je veux que telle ligne soit faite ou les 2 mots simplement de la ligne, vous voyez? Quand on est dans les petites classes. Donner des objectifs courts qui permettent à l'enfant de voir qu'il atteint les objectifs, voilà. Parce que l'enfant lent, il est découragé par lui-même, hein, voilà et donc il faut l'encourager. Il faut trouver voilà et prenez je ne sais pas, je connaissais un enseignant qui prenait des photos, du cahier
de l'année précédente, du cahier en début d'année, du cahier au 2e trimestre et qui montrait, à l'enfant lui-même ses progrès sur plusieurs mois. Ça fait un effet incroyable à l'enfant, hein. Ça l'aide énormément parce que l'enfant n'a aucun recul sur lui-même. Il ne voit que le temps présent avec la difficulté qu'il rencontre et quand il rencontre tous les jours des difficultés, mais c'est épouvantable. Vous imaginez, mettez-vous adulte, vous, dans la même situation, mais vous travaillez et tous les jours, vous avez des difficultés qui vous paraissent insurmontables. Ben, voilà, ça fait des burn-out ou des choses comme ça. L'enfant résiste beaucoup plus à tout ça, mais voilà, il faut pas appuyer autant sur lui. Voilà, demander aux professeurs de un peu moins de travail. Les professeurs comprennent très bien. Il faut faire bien la différence entre l'enfant lent et l'enfant paresseux. Mais l'enfant paresseux, c'est un peu la même technique, je trouve. C'est-à-dire qu'on peut sanctionner un petit peu, mais je pense qu'il faut surtout l'encourager. Parce que la paresse, c'est vraiment, c'est une difficulté, hein, naturelle. C'est un problème naturel. Parce que la moindre chose demande un effort. Tout demande un effort. Le fait de faire un effort demande un effort. Et donc, si vous voulez, le paresseux a moins de ressort que les autres. Le bon Dieu l'a voulu comme ça, il est paresseux. Et donc il faut l'aider. C'est le but de notre éducation, hein, c'est d'apporter la vertu là où il y a le vice ou la faiblesse. Et donc il faut l'aider, il faut l'encourager, il faut le récompenser. Il ne faut pas que le paresseux soit tout le temps puni, il faut le récompenser. Voilà, il faut être très positif avec des enfants comme ça qui ont des difficultés. Et il faut l'être intelligemment parce que trop aussi de compliments tue le compliment. Donc ça suppose beaucoup de patience, ça suppose de suivre son enfant, de le voir, de, de le faire rire sur son travail, faire des petites plaisanteries, des petites blagues, des petits jeux de mots sur le travail qu'il est en train de faire pour qu'il prenne goût à son travail. Voilà. La mémoire, développer la mémoire de l'enfant. On a beaucoup dit, même dans les milieux traditionnels, qu'il fallait que l'enfant comprenne ce qu'il fait. Alors, il y a un peu toutes les théories, hein. Vous avez des personnes qui font apprendre par cœur et puis il n'y a pas de développement de l'intelligence. Vous avez des enseignants qui font faire très vite du raisonnement. Il faut vraiment les deux. Il faut vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant arrive à comprendre ce qu'il mémorise. Mais il est certain que j'avais lu sur la mémoire. La mémoire est un disque. C'est un disque gravable presque à l'infini. Mais le disque est plus difficile à graver au début, dans les petits cercles concentriques. Et plus vous travaillez la mémoire, plus elle s'étend. Et plus elle s'étend facilement. Et c'est là que la maman peut vraiment intervenir. C'est-à-dire qu'il faut aider l'enfant à développer sa mémoire dès le début. Et pour ça, il faut utiliser plein de petits trucs. Les tables de multiplication et d'addition, par exemple, eh bien, il faut les réciter plusieurs fois dans la journée, juste avant le repas. On se met à table si on a récité sa table de 7, la plus dure, n'est-ce pas? Ou bien vous montrez à l'enfant la plaque d'immatriculation qui précède votre voiture. Il y a 3 chiffres dessus. Vous lui faites additionner. Hop, on passe à la suivante, etc. Transformer en jeu, mais en jeu de rapidité, vous voyez. Les tables d'addition et tables de multiplication, avant, elles se chantaient comme les déclinaisons. Vous les chantez, vous mettez un tableau blanc dans sa chambre, et puis vous lui faites écrire sur le tableau blanc, ça, voilà. Et surtout, on montre à l'enfant qu'il obtient des résultats. Vraiment, la mémoire, il faut essayer vraiment de développer la mémoire de l'enfant sans qu'il ait l'impression qu'il est handicapé, voilà, sur le plan de la mémoire. Vous voyez, il faut lui montrer ses résultats, etc. Et pour ça, il faut beaucoup de joie. Il faut de la patience, du soutien et des sourires et des rires. Et des rires, voilà. Et puis, il faut mettre comme un jeu l'accélération de la récitation, vous voyez, voilà. Et vous y revenez à certains moments de la journée, voilà, même si en disant: «Allez, je vais t'embêter un petit peu, on va la réciter», voilà.
Et l'enfant s'y prête. Voilà, et l'enfant s'y prête. Et sachez que quand vous faites réciter un enfant, ben, les autres entendent. Vous aidez les autres aussi. Voilà. Hem, à Nantes, il y a un lycée pour surdoués. Eh bien, j'avais appris que, selon les années, seuls 30 à 40 des surdoués avaient leur bac. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux un enfant qui a des facultés intellectuelles moyennes, mais qui est habitué à travailler, qui plante son soc dans le travail et qui toute sa vie saura planter ce soc, qu'un enfant qui a des résultats extraordinaires sans beaucoup s'astreindre, sans astreindre sa volonté, sans faire l'effort, parce qu'à un moment, il faudra faire un effort et il ne saura pas le faire. Voilà. Donc pour les enfants qui ont beaucoup de facultés, je pense qu'il faut leur faire des choses à côté. Il faut qu'il y ait un effort quelque part. Ou alors quelquefois, ce sont des enfants qui ont du mal à se tenir à des services. Vous repérez ça et c'est là que vous mettez un petit peu l'accent. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait un effort. Il faut faire bien attention à ces enfants qui ont beaucoup de facilité. Il faut les aider aussi. Voilà. Et il faut accepter par ailleurs que tous les enfants aient des moments de creux. Alors certains, c'est, le vendredi, 1 fois par semaine. Certains, c'est de 11h à midi, 1 fois par jour. Et puis, juste, ils arrivent à bien travailler 1 heure après le goûter et puis après, il n'y a plus personne. Certains, il n'y a plus rien en février. Ah bah, faut donner de la vitamine D, hein, voilà. Certains, c'est l'année de 4e. Il n'y a plus rien pendant l'année de 4e. Ou bien il y a une poussée de croissance pendant 2 mois. Bon, bah, l'enfant n'a plus de bons résultats. Il faut accepter aussi. Il faut accepter que nos enfants ne soient pas des machines avec, toujours des bons résultats et des choses comme ça, voilà. Hem Et puis il y a des moments où ils sont perturbés, sans pouvoir mettre les mots sur ce qui les gêne, ils ont un mal-être, pas forcément que à l'adolescence. Il y a un mal-être, voilà. Hem, voilà et puis dernier petit problème dans la scolarité qui se rencontre, enfin, est-ce que je sais pas si c'est le dernier problème, qui se rencontre de façon assez, un petit peu plus courante maintenant, c'est l'enfant désinvolte. C'est l'enfant dont la conscience, n'a pas été assez aiguisée sur, tous les points. Vous voyez? Il y a des points sur lesquels, bon, c'est pas très grave, hein, voilà. J'ai cassé ça, j'ai vu, papa avait cassé ça aussi, ça a été réparé, bon, bah, ce sera réparé, vous voyez? Heu, il faut donner aux enfants le sens des responsabilités. Il faut les responsabiliser. N'hésitez pas à responsabiliser vos enfants et bien sûr, il faut, d'abord ça délègue, ça vous déléguez les choses et vous, ça va vous soulager et eux aussi, ça va leur apprendre beaucoup. Donc surtout donner des consignes et aux enfants qui sont, sanguins ou bien un petit peu ou flegmatiques, n'hésitez pas à donner 2 consignes que vous maintenez pendant, je vous l'avais dit, hein, pendant 1 mois. Toujours les 2 mêmes consignes et vous est-ce que c'est fait? Voilà et puis au bout d'un moment, vous ne demandez plus si c'est fait. Vous allez voir et si c'est fait, le lendemain seulement, vous dites: «J'ai vu que tu l'avais fait. C'est bien. Tu es quelqu'un de responsable. Je peux compter sur toi». Voilà. Heu, je ne voudrais pas être trop longue. Je vais terminer rapidement. Heu Bon, je vais terminer rapidement sur les notes et la scolarité pure en quelque sorte. On verra les écrans la prochaine fois. Donc il faut surtout ne pas s'intéresser qu'aux notes. Voilà, c'est contre-éducatif, franchement. Parce que si vous vous intéressez aux notes, l'enfant ne s'intéressera qu'à son salaire. Voilà, vous en ferez un petit matérialiste, un arriviste. Voilà. Donc il faut discuter du contenu des cours. Pas à chaque fois, mais vous discutez du contenu des cours. Parfois, vous les savez parce qu'ils vous récitent les leçons. Ceux qui sont un petit peu plus grands, vous partagez les connaissances.
N'hésitez pas à illustrer les cours. Quand vous savez que l'enfant fait quelque chose sur, j'en sais rien, sur Napoléon, allez chercher la petite documentation, allez sur internet, chercher des petites choses, et cetera. Proposez-leur des images, visualisez vous voyez, pour lui montrer que vous vous intéressez à ce qu'il fait. Voilà. Voilà, vous ouvrez les livres. Le mieux, c'est d'arriver à ouvrir les livres de votre bibliothèque, parce que vous leur donnez justement l'accès aux livres de grands et vous leur donnez l'envie d'aller dans les livres de grands et vous leur montrez, si c'est un roi, vous montrez son portrait, vous montrez les habits de l'époque, les châteaux, les emblèmes, voilà. N'hésitez pas pendant les vacances à faire des des visites qui correspondent aux cours d'histoire. Ou bien des visites qui correspondent aux cours de sciences naturelles. Hein. On fait des sorties nature sur les insectes, les poissons, les mammifères, les arbres, les champignons, peu importe. On oublie toujours les sorties aussi sur la physique-chimie ou sur les maths. Vous allez voir un barrage, vous allez voir un pont, vous allez voir les centrales. Il y a des visites pour aller voir les pompiers. Vous discutez, vous posez des questions sur les camions de pompiers, des choses comme ça. Les centrales électriques, c'est très intéressant, les centrales hydroélectriques. C'est passionnant. Et j'ai été surprise de voir comme les garçons sont le musée du train, le musée de l'aviation, le musée des voitures. Voilà, c'est toutes ces choses-là, selon les âges. Voilà. Et puis, une consigne pour les papas, beaucoup bricoler avec les garçons. Et même avec les filles. Surtout, n'hésitez pas à bricoler avec les filles aussi, un petit peu. Des activités concrètes qui permettent de voir et beaucoup d'enfants à un certain moment de leur scolarité, surtout au collège, lorsqu'ils n'ont pas fait suffisamment d'activités concrètes, ne comprennent pas l'intérêt de l'enseignement parce qu'il est trop théorique par rapport à la vie. Et donc, ils pensent que puisque au jour J, il n'y a aucun intérêt pratique à ce qu'ils apprennent, ça les décourage, ils décrochent scolairement. Et puis, ça veut dire qu'il n'y aura aucun intérêt pratique dans la vie. Ils ne comprennent pas. Et donc, n'hésitez pas à démonter un verrou avec vos enfants, à le faire remonter, à faire mettre les mains des garçons dans les moteurs, à démonter une partie de la perceuse, la faire remonter, la visseuse, le souffleur, voilà. Peu importe, enfin, voilà, du bricolage. N'hésitez pas à monter des cabanes avec eux, avec des clous et des vis, vous voyez, voilà. Il faut prendre le risque que nos enfants aient des accros, des choses comme ça. Si vous voulez, c'est sans commune mesure avec ce que le reste va leur apporter. L'activité va leur apporter. Voilà. Et puis ces activités, il faudra les continuer tout au long du collège, du lycée, si vous pouvez, en les orientant toujours. Voilà. Vous ne regretterez jamais tout le temps que vous aurez donné à l'éducation. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai encore des choses à vous dire, mais il faut s'arrêter. Voilà. Avez-vous des questions? Monsieur l'abbé, avez-vous une remarque qui est autre chose qu'un compliment, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des points qu'il faudrait aborder encore ou... Personnellement, je ne vois pas. Je resterai sur ça. Bon. D'accord, entendu. Et je souhaiterais qu'il y ait des réactions des mamans. Je les remercie beaucoup de l'expression de leur reconnaissance. C'est très aimable de leur part. Mais surtout qu'elles n'hésitent pas, même en particulier, si elles ont mon numéro de téléphone ou je peux le laisser en messagerie, qu'elles n'hésitent pas à me poser des questions ou à me demander de développer tel ou tel point. Parce que forcément, quand il y en a une qui demande, c'est que quasiment les 90% sont intéressés par la question. Et j'ai l'impression que je passe à côté de pas mal de choses. Donc, je ne sais pas ce qui peut vous aider davantage. Voilà. Voilà, donc la prochaine fois, déjà, on verra, pour terminer ça, on verra les écrans. Voilà, bien écoutez. Donc, pas de questions ? Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, a priori, si Dieu le permet, à lundi prochain. Voilà. Bonsoir à toutes. Et que Dieu vous garde. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi,
Virgo puerpera singulari. Mater mitis et virines cia, Carmelitis esto propitia, Stella Maris. Radix iesse germinans flosculum, nos ad esse tecum in seculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelari. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium scapulari. Per incerta prudens consilium, per adversa iuge solatium, largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beati